Merci Madame la Présidente de représenter l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes vous-même spécialiste, je crois, de l'histoire moderne et de la Méditerranée. Je ne résiste pas. Ici, nous ne sommes pas dans l'amphi 6 ou 5 ou 4. Nous sommes dans le mythique amphi E de la fac de lettres. Imaginez cet amphi multiplié par 2,5 avec une immense mezzanine. C'est là qu'avaient eu lieu les cours, puisque je les ai suivis. Je n'ose à peine vous dire quand, puisque j'ai été agrégé en 1975, dans cet amphi E, avec des grands moments, puisque c'était des gros effectifs de l'après 68, et en histoire contemporaine et en histoire tout court, pour passer le CAPES et l'agrégation, nous étions à peu près 450. Vous imaginez l'effectif que ça représentait, et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres exceptionnels, à qui je voudrais rendre hommage. Le premier d'entre eux qui m'a marqué à vie, c'est Georges Duby. Il y avait évidemment aussi Maurice Agulon, Pierre Guiral, également un très grand moderniste, Michel Vauvel. Et je peux vous l'avouer parce qu'on va parler de choses tristes. Pendant l'année où donc j'ai suivi ces cours pour passer à l'agrégation, j'avais fait une première fantaisie et ça lui avait plu. Et finalement, si à chaque cours, il n'entendait pas au moins une fois quelqu'un dans l'amphi qui disait « Adieu, Vauvel, cochon couvé », il n'était pas content. Donc ça, c'est pour l'anecdote de ces murs où je ne suis pas revenu ici depuis 1975. Ça fait donc un bail. Voilà. Alors, l'essentiel de cette soirée, c'est lui. Vous allez entendre un témoignage absolument hors norme, vrai, d'une expérience qui se rapproche d'une odyssée. Et je vais me contenter seulement, pendant 10 minutes, de vous mettre quelques éléments en perspective. Je vous encourage fortement à acheter son ouvrage, qui est à la sortie, 10 €, qui est l'histoire, je dirais, de son évasion, c'est le terme qui convient pour l'Afghanistan, et l'incroyable expérience humaine de Jalil, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a peu. Alors, vous présenter en quelques minutes, je vais essayer d'être le plus bref possible. Imaginons que, comme à l'époque où il y avait Vision Pontée, le point de vue de Sirius, c'est-à-dire que je viens d'une planète très lointaine et que je débarque sur la Terre, et on me dit, bien, il y a eu quelque chose en Afghanistan. Alors, je m'informe un peu, et imaginez que j'arrive vers le 1er septembre. J'aurais posé la question, alors maintenant c'est fini, la guerre est finie. Je répondrai oui. La guerre contre l'étranger est finie. C'est une guerre unique dans l'histoire contemporaine parce qu'elles sont très rares. C'est une victoire totale. Un chaos debout. Jamais une grande puissance n'a été à ce point humiliée avec son allié l'OTAN. C'est la plus grande défaite des États-Unis, beaucoup plus importante qu'a été la sortie du Vietnam en 1975. Hier, il y avait sur Arte Apocalypse Now, j'espère que vous l'avez vu. On est au-delà de ce que les Américains ont pu vivre au Vietnam ou au Cambodge. Alors pourquoi dites-vous ça? Eh bien pourquoi? Parce que, autre particularité, c'est une guerre à somme nulle. Ça veut dire, oui, une guerre à somme nulle. On se retrouve dans la même situation que 20 ans avant. C'est-à-dire que les talibans, qui avaient été chassés pour protection d'Al-Qaïda en octobre 2001, ils sont revenus. Ils sont là. Mais c'est le même groupe terroriste? Non. Al-Qaïda est en sommeil, protégé par un ministre du gouvernement taliban. Ils sont dans l'ombre, mais on a changé de nom. Ce n'est plus Al-Qaïda, c'est un autre groupe qui s'appelle l'État islamique pour l'Afghanistan, dit du Khorasan, qui est de plus en plus puissant et violent. On se retrouve dans la même situation. On n'a changé qu'un nom. C'est le groupe terroriste. La seconde question que vous pourriez me poser en débarquant, alors si c'est une victoire, ils sont heureux, les Afghans. Je vous dirais d'abord, vous avez bien fait d'employer le terme « les Afghans ». Parce que je ne crois pas au peuple afghan, sauf quand il y a un envahisseur étranger. Jalil vous le dira, il y a en Afghanistan, et ça peut choquer certains,
des peuples avec des traditions différentes, parfois des langues différentes, qui cohabitent souvent, qui se fréquentent mal. Alors, ma question, oui, si je suis macho, homme, je suis heureux, surtout si je suis pachtoun, puisque les talibans, le gros des talibans, ils sont que 100 000, hein, c'est très peu. C'est une victoire totale. Il n'y a eu qu'une seule ville où il y ait eu des scènes de liesse, c'est le PC, c'est-à-dire le cœur de cette ethnie qu'on appelle les Pashtuns, à la très grande histoire, c'est la ville de Kandahar. En dehors de ça, la fin de la guerre se marque par quoi? Que ce soit à Mazar al-Sharif, à Herat, à Jalalabad, l'étonnement, la sidération, et également, comment vous dire, comme les Français en 1940 à l'armistice, c'est fini, on en a assez. Il y a 20 ans que ça dure. Le peuple afghan n'a pas compris, les peuples afghans n'ont pas compris. Vous êtes venus ici pourquoi? Pour tuer un Ben Laden. Qui c'est ça? Ah oui, oh bon, je ne sais pas qui c'est. 80% des femmes sont analphabètes et 60% des hommes. Allez leur enseigner la géopolitique, ils s'en foutent. C'est-à-dire que nous avons une vision occidentale de ce pays qui ne correspond pas en réalité. Les Afghans en avaient assez. Ce qui explique que les clameurs se sont tus. Il y a eu quelques combats dans la vallée du Penchir. Les Afghans sont-ils heureux? En dehors de ce que je vous ai dit sur les Pashtuns, oh, il y a quelques éléments qui pourraient vous dire, peut-être pas trop, non? En 1989, lorsque les Soviétiques sont partis, il y avait 5 millions d'Afghans réfugiés dans différents pays étrangers. Grosso modo, 2 millions et des poussières sont rentrés au pays. On a eu pendant 1 an à peu près l'espérance, et le gouvernement Najibullah à l'époque œuvrait en ce sens, ça allait se calmer, parce que le cauchemar de l'époque soviétique et depuis le début des guerres civiles, 1973, est incommensurable. Je vais vous donner des chiffres à vous faire frémir. 5 millions de réfugiés entre 1973 et 1989 à l'étranger. 1 million d'Afghans tués sur une population de 14 millions, c'est tout ce qui reste en 1989. C'est-à-dire une perte par population qui est un record du monde. L'Afghanistan, à l'heure où je vous parle, est le pays le plus sinistré du monde dans son histoire, puisque la guerre est quasiment ininterrompue depuis 1973, date du coup d'État du cousin du roi, Daoud, ancien Premier ministre, qui a pris le pouvoir en s'alliant aux communistes. Quelle idée pour un pays traditionnel. L'époque soviétique, ça a été effroyable. Il y a eu 700 000 amputés, par exemple. Les soviétiques n'ont perdu, je dirais, que 30 000 hommes, mais c'est déjà beaucoup par rapport à la coalition. Je vais terminer en vous disant que la situation actuelle, il y a un homme qui ne cesse d'alerter. C'est un homme qu'on n'écoute pas, malgré sa fonction. Il est secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. C'est le premier, le 16 août de cette année, à la demande des Russes, très inquiets, qui a attiré l'attention du monde sur 2 cas. L'un, et je crois que le témoin ici vous le développera, il a employé le terme de menace de génocide sur un peuple de l'Afghanistan. Ce sont des chiites, descendants du Gengis Khan, ce sont les Hazaras. Depuis à peu près 2015, chiffre donné par Antonio Guterres ce jour-là, 1500 Hazaras ont été victimes de l'État islamique dans les explosions dans les mosquées, que ce soit à Kandahar, que ce soit à Kunduz, que ce soit à Bagdad, plus de nouvelles exécutions qui ont eu lieu depuis qu'ils ont pris le pouvoir à Kaboul le 15 août. Et enfin, je terminerai par quelque chose qui est véritablement, je dirais, au déficit complet de ce pays. 50% de la population n'existe quasiment plus. La femme a disparu de l'espace public. Parmi les nouvelles que les télévisions et radios n'ont pas données, actuellement l'Afghanistan est menacé d'une catastrophe humanitaire avec 23 millions d'Afghans qui risquent de subir une famine épouvantable. L'Afghanistan ne tient que... C'est à peu près la même chose entre 1996 et 2001 pour le pouvoir taliban, que par le développement des ONG. Or, la principale ONG, qui s'appelle le Croissant Rouge, c'est pas la Croix-Rouge, c'est le Croissant Rouge,
Parce que cette ONG, qui était la pourvoyeuse numéro 1 en soins, en nourriture, était dirigée par une femme, il y a 15 jours, elle a été renvoyée chez elle, elle était égyptienne, sous menace de mort. Et comme la plupart de son staff, c'était des Afghanes, il n'y a plus de tête dirigeante pour s'occuper du croissant rouge. Je pourrais résumer par une phrase aussi la situation des femmes. Le 31 août, en plein désastre, le dernier avion américain avait décollé la veille. Une journaliste de TF1 a interrogé une étudiante, une de vos camarades étudiante en informatique. Elle a saisi le micro, elle a hurlé en disant « Les talibans nous traitent comme des animaux. Je n'en peux plus. Je ne songe qu'à une chose, me suicider. » Ce témoignage, je crois, résume ce qui attend ce malheureux pays. Je crains que, hélas, si la guerre est finie contre ce que les Afghans, souvent à juste titre, ont appelé l'occupant étranger, les malheurs de ce pays ne fassent que commencer. Jalil en est, hélas, un représentant. À vous, Jalil. Merci. Bon, avant de commencer, j'ai un diaporama à montrer aussi, parce que sans diaporama, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah. Bon, bah, dès que le câble arrive, moi je commence. Je préfère aussi un peu marcher quand je parle, parce que si je suis assis, je ne peux pas très bien parler, avec les difficultés langues que j'ai. Ben, bonsoir, merci pour être là. Moi, comme Lucas m'a présenté, Jalil, j'ai 26 ans. Ah voilà, la technique arrive. Allez-y, faites. D'accord. Donc, voilà, moi je suis en deuxième année en sociologie. Je viens d'arriver en France en juin 2019. Mais quand j'étais arrivé ici, je ne parlais pas français, pas du tout. Et puis, je commençais petit à petit par aider des bénévoles, des gens qui m'ont beaucoup aidé. Même pendant le premier confinement, on a beaucoup travaillé. Et puis, intensivement pour apprendre la langue. Donc, heureusement, aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer. Et j'espère que vous me comprenez. Et pourquoi on est là aujourd'hui? C'est une question essentielle. Eh bien, tout simplement, avant de commencer pourquoi on est là aujourd'hui, j'aimerais bien commencer notre soirée par de ma part, par une poésie perse. C'est lui. Est-ce que, ouais, tout va bien. Avant de commencer, je veux dire que voilà, on commence par un poème perse qui nous réunit ici et qui parle de tout. Moi, je vais le dire dans ma langue maternelle, en perse, et puis la traduction en français. On dit que Bani Adam hama azai yakdigaran. Bani Adam hama azai yakdigaran ki dar afarinesh ziyak gawharan. Les êtres humains, les enfants de Adam, sont les parties d'un corps. La deuxième partie. Ils sont issus de la même essence. C'est une poésie de Saadi Shirazi qui est très connue, qui a écrit à l'entrée de la Nations Unies à New York. Lorsque un de ces parties est atteint et souffre, les autres ne peuvent trouver ni le paix ni le calme. Si la misère des autres te laisse indifférent et sans le moindre peindre, il est impensable de t'appeler les êtres humains. Je le complète dans ma langue en perse. Bani Adam hama azai yakdigaran ki dar afarinish ziyak gawharan. Chu uzwi badar dawarad rozgar digar uzwaha ra namanam qarar. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد دهد آدمی. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui on est là par un sentiment de solidarité. Moi je suis le seul Afghan pris en minorité ici à la faculté d'Aix-Marseille. Peut-être j'ai entendu parler qu'il y a un deuxième, j'espère qu'il est là. Il y a un deuxième Afghan éventuellement.
moi, en tant que quelqu'un qui a pu aller à l'école grâce à mes parents, grâce à mes deux héros, heureusement, on a eu la chance d'aller à l'école pendant ces dernières 20 ans de démocratie entre guillemets en Afghanistan. Et puis, on a profité, on était allé à l'école. En même temps, on est 7 enfants dans la famille, 5 frères, 2 sœurs. Chacun d'entre nous, voilà, on était allé à l'école, malgré tout, dans les difficultés et puis les précarités financières. Mais grâce à mes parents, heureusement, ces 2 personnes ont aidé, ont sacrifié leur vie pour nous permettre d'aller à l'école. Dans le diaporama, on arrivera tout ce que j'ai vécu, tout ce que je connais, tout ce que je sais, et comment à 14 ans, 15 ans, j'ai déjà abandonné mon adolescence. J'ai été déjà dans une mission, pour moi c'est un valeur, j'ai déjà soutenu une valeur. Le valeur, c'était de donner les moyens pour les filles, les enfants, garçons, filles ensemble, dans des classes mixtes, pour leur donner les moyens d'apprendre la langue. Moi, j'ai enseigné anglais, mathématiques, physique, etc. Dans un village très haut, très froid, entre 2000 et 2500 altitude. Et puis nous, moi et mes frères, par le sens de responsabilité, on a fait ça. C'était la cause pour laquelle on était menacé par l'extrémiste qui se trouve juste à la frontière avec nous. On est à 5 km loin de chez eux. Donc, la cause que je suis là aujourd'hui, en Europe, en France, c'était ça. Mon faute, le problème avec les talibans, avec l'extrémiste, était que j'ai enseigné les enfants. J'ai défendu une valeur. J'ai enseigné les enfants dans les classes mixtes, filles et garçons, je leur donnais le cours d'anglais, le base en mathématiques, en physique. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai risqué ma vie? Parce que dans le village dans lequel je vivais, ma famille, mes frères, moi je suis l'avant-dernière, donc le plus petit, l'avant-dernière, on avait les moyens, on se sentit responsable, on a vu le misère, on a vu que le seul chemin pour comprendre et pour avancer, c'est l'éducation. Et c'est ça que nous manque aujourd'hui en Afghanistan. Entre 70 et 80% des Afghans aujourd'hui souffrent. Ils sont analphabètes. Après, moi, je donne les chiffres. Si ce n'est pas très exact, je m'excuse. Parce que je suis tout simplement un citoyen et un militant, un étudiant afghan. C'est tout. Je ne suis pas un fonctionnaire, ni un politicien. Et je ne défends aucun courant politique non plus. Un citoyen simple, qui a sacrifié, qui a donné, à partir de 15 ans, j'ai été dans le social. C'est pour ça que j'ai étudié sociologie, pour comprendre maintenant, pour étudier ça. À partir de 15 ans, j'ai été dans le social, j'ai été présent dans le mosquée, j'ai été en négociation avec le mullah, j'ai été en négociation avec le chef de village, j'ai été en négociation avec tout le monde, juste pour pouvoir parler, pour avoir le micro. J'ai toujours eu dans ma vie le microphone à la main. Personne ne pouvait prendre de moi. Et c'est pour ça aujourd'hui je suis capable aussi de me présenter avec la difficulté de langue que j'ai. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai défendu une valeur, qui est votre valeur aussi. Et cette valeur, il est important pour moi aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui je garde cet espoir. L'espoir, c'est l'éducation. Je vais vous montrer ensuite, je parle moins de moi aujourd'hui parce que, en tant qu'Afghan, je vous donne mon regard, comment je pense. Et qu'est-ce que la majorité des Afghans pensent sur l'avenir du pays et sur le passé. Le problème d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, il n'est pas fondé il y a quelques années. Le problème d'aujourd'hui, ça vient des années 60. Ça a commencé bien avant. Les talibans, l'extrémiste, tous ces problèmes, ça ne se fondait pas en 2021. Le problème est bien profond. Le problème est bien grave que ça. Alors, on va y arriver. Bon, l'Afghanistan,
je suis très souvent en contact, en déplaçant ici en France, actif dans plusieurs associations, et puis je parle, je communique avec beaucoup de gens. C'est vrai que quand on parle d'Afghanistan, moi je me rappelle le discours de Biden, président d'Amérique, il y a 2 mois à peu près, 3 mois, avant le chute de Kaboul, il disait, un journaliste lui demandait « Qu'est-ce que vous pensez de l'Afghanistan ?» Elle disait « Laissez-moi tranquille. L'Afghanistan, quand vous parlez, l'Afghanistan c'est la tristesse. L'Afghanistan c'est la souffrance. L'Afghanistan c'est le malheur. » Il disait « Ne me demandez plus. Je m'en fiche de ces peuples, de ce pays. » C'est ça qu'il disait. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les Afghans sont sacrifiés dans un enjeu politique, dans un enjeu de puissance qui n'arrive pas à se mettre d'accord. La première, déjà, était les Anglais, les Royaumes-Unis, dans les années avant 1919. L'Afghanistan était colonisé anglais. Dans les années 1919, roi Amanullah, qui était un roi ouvert, toujours Pashtun, c'est lui qui a pris l'indépendance d'Afghanistan, des Royaumes-Unis, et puis c'est lui qui a voyagé pendant 6 mois ici en Europe, le roi, dans les années 1919. Et puis lui, dans ces 6 mois de voyage, il a appris plein de choses. Il a capté, il a copié plein de choses qui se passent mieux ici qu'en Afghanistan. Et puis il est descendu après 6 mois. Tout de suite, il voulait changer l'Afghanistan comme en Europe, brutalement. C'était la première ouverture de l'Afghanistan vers le monde. Et lui, il a vraiment essayé. Il a essayé, et puis il a même dit, voilà, pas de burqa, pas de vol, pas de barbe, le mosquée surveillé, les religions ont été surveillées partout. Bref, ça c'est aussi une faute, ça ne marche pas en Afghanistan comme ça. Il faut connaître les peuples afghans. Ce sont des peuples qui vivent pendant des siècles. Ce n'est pas un pays il y a quelques années, non. Ce pays, l'Empire perse, il existe. Ils ont les racines, la langue, la culture. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit, ce n'est pas forcément en Afghanistan standard. Ce n'est pas ça l'Afghanistan. L'Afghanistan est beaucoup plus meilleur que ça. Mais malheureusement, on est sacrifié dans une guerre, excuse-moi pour l'expression, sale. Dans une guerre sale entre les puissances. On a 2 problèmes en Afghanistan. 2 problèmes. Une partie du problème, c'est les Afghans, à l'intérieur. Une partie, minorité, vraiment petite partie. Une partie du problème en Afghanistan, c'est à l'extérieur. La guerre en Afghanistan, elle est gérée de l'extérieur. Il n'est pas à notre main. 35 millions d'Afghans aujourd'hui, parmi eux, 90% des peuples afghans souffrent de pauvreté, de faim aujourd'hui. Ils n'ont pas assez à manger. Comment un peuple, 35 millions d'Afghans, peut gérer une guerre pendant 40 ans? Non. Les Afghans ne font pas la guerre. Ce n'est pas les Afghans qui font la guerre. Mais on a une faiblesse. Les Afghans, on a une faiblesse, je confirme. Et beaucoup des Afghans n'ont pas le courage de parler de ça, parce que c'est un tabou. Mais moi, je dis ça, parce que je n'ai pas peur. En Afghanistan, on est un pays divers, divisé, divers, multi-ethnie, multilangue, et malheureusement, le pouvoir est concentré. Le pouvoir est concentré, réservé pour un peuple, qui est le Pashtun, la majorité du pays, qui ne sont pas envie de partager le pouvoir avec les autres. C'est ça aussi une cause de ces problèmes. Le pouvoir en Afghanistan est concentré, ce n'est pas une alternative. Avec un gouvernement concentré, avec un système concentré, on ne va pas y arriver. Il faut laisser les Afghans parler. Ce n'est pas un peuple qui va prendre la décision pour 35 millions d'Afghans. Il ne peut pas faire ça, sans partager. Donc, ça c'est une partie du problème à l'intérieur. La diversité ethnique. Donc, quand je vous parle de diversité ethnique, vous voyez que l'Afghanistan il est immense. C'est un pays, 34 provinces, avec 35 millions d'habitants aujourd'hui. Et puis, vous voyez que c'est pas évident et c'est pas facile non plus de gérer ce genre de pays.
Et puis, très diverses au niveau de la géographie. Des montagnes jusqu'à 8 000 mètres, 8 000. Des déserts à l'ouest, là, très agricole. Donc, c'est quand même un pays qui était toujours difficile à traverser, à gagner, à avoir. Les Anglais, ils ne pouvaient pas. Les Russes, dans les années 70, ont essayé, après 10 ans. Non, ils ne pouvaient pas. Les Américains, l'OTAN, avec les aides des Européens, ils ont essayé pendant 20 ans d'imposer un modèle, ici, un modèle de démocratie occidentale. Ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Les peuples afghans ne sont pas prêts pour accepter la démocratie modèle ici. Non. Il faut laisser ces gens-là vivre. Là, moi, je suis non plus pour encore une autre intervention militaire. Intervention militaire, ça ne marche pas non plus. Dès que tu rentres dans ce pays avec l'arme, ils vont te répondre. Ils vont s'organiser. Donc, le problème intérieur, c'est ça, la diversité, la division dans le pays. Je vais vous parler d'ethnie. Vous voyez sur la carte, à peu près l'emplacement géographique de l'ethnie en Afghanistan. Au centre, on commence par le sud, tout ce qui est orange, ça sont les Pashtuns, qui font voilà, à peu près 40% de population. Et puis au centre, les jaunes, ce sont les Hazaras. Moi, je suis parti de minorité Hazara. Et puis au nord, ce sont les Ouzbeks. Et puis au nord-est, ce sont les Tadjiks. Donc, ce sont les 4 grandes ethnies. Après, il y a bien sûr les Emak, les Hindous, il y a plein de petites ethnies en Afghanistan qui existent. Mais ces 4 ethnies, selon leur quantité, et puis ils gèrent l'Afghanistan. Parmi eux, les ethnies Pashtuns. Donc, après, personnellement, bon, je viens du sud-est de l'Afghanistan, dans une province qui s'appelle Ghazni. Voilà, vous voyez là-haut. Ghazni, c'est au sud de Kaboul, une ville très ancienne, très historique, et puis avec beaucoup d'histoire. Ghazni a à peu près 16 districts, et puis, vous voyez, ça c'est ma région, la zone où je viens. Tout ça pour vous dire à peu près l'emplacement géographique où je viens. Et puis, comme j'ai été arrivé ici en 2015 en tant que migrant, avant d'arriver en France, j'ai été en Autriche 4 ans. En Autriche, et puis j'ai appris leur langue, j'ai travaillé, et puis j'ai fait l'école. Malheureusement, à cause d'obstacles administratifs, je n'ai pas pu rester plus de 4 ans. Avant d'être embarqué à Kaboul, j'ai quitté, j'ai fui encore une fois en Europe, et puis d'arriver ici, et puis je partage aussi, parce que je ne peux pas le partager en bonne nouvelle, c'est qu'après 2 ans et demi ici en France, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses que j'ai vécues, que je ne raconte pas, il y a 1 semaine, finalement, j'ai reçu mon carte de séjour, donc j'ai été admis comme réfugié politique en France, et puis ce qui me permet de vivre ici encore, si tout va bien, 10 ans. Voilà. Et puis dans ces 10 ans, on verra bien si tout va bien. Après, voilà, je vais peut-être encore demander la nationalité française aussi. Mais entre-temps, pour cette bonne nouvelle, j'attendais quand même, ça durait 7 ans. 7 ans de ma vie, administrativement perdu, mais j'ai appris dans ma vie plein de choses. Je ne regrette pas. Et je ne regrette pas non plus de venir ici en France. Donc ça, c'est l'avantage de ces genres de voyages, plutôt périples, aventuriers. Mais je souhaite à personne de vivre ça à nouveau. Je ne souhaite pas ça. Parce que c'est dur, on souffre. On est à droite, à gauche, on souffre. Dans ces genres de périples, il y a de souffrance. Moi, bon, le voyage était il y a 6 ans, 7 ans. Je suis arrivé au bout d'un moment, voilà, il faut se distancer. L'histoire, il est vécu, il est fait, il est terminé. Donc, je garde quand même ma distance avec mon propre histoire maintenant. Parce qu'il faut, au bout d'un moment, avancer. Et c'est exactement ce que je fais. L'histoire, il est là, il est fait, il est dur.
j'ai souffert, mais c'est fini. On ne s'éloigne pas de l'Afghanistan, encore une fois. Je vais raconter un peu à droite, à gauche, mais j'espère qu'on va y arriver finalement dans une conclusion. Voilà, l'Afghanistan, je disais qu'on a deux parties, le parti problème interne et l'extérieur. Vous voyez que autour de l'Afghanistan, j'ai une autre carte, voilà. Donc ça c'est mon périple, attendez, voilà. Autour de l'Afghanistan, vous voyez tous ces pays qui sont là, comme au sud le Pakistan, à l'est l'Iran, au nord le pays comme Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, et puis une toute petite frontière avec la Chine. Il y a un petit problème qui est quand même aussi géré, une majorité de problèmes, une grande partie, à l'extérieur. Vous voyez que je vais vous raconter les années 1919. C'est là où le roi a commencé à prendre l'indépendance. Et puis, on a vécu le roi, on a vécu la première république dans les années 50, d'Aoutran. Après la république, on a vécu 20 ans avec les communistes, soutenus par les Russes, divisés entre eux, complètement brutal contre les religieux. Ils ont assassiné, prisonnier des milliers des Afghans entre 1960 jusqu'à 80. Pendant ces périodes, les communistes ont assassiné des milliers de religieux. Ils ont détruit des milliers de mosquées. Jusqu'à aujourd'hui, ces religieux, ces personnes, on ne sait pas où ils sont. Donc ça, on a vécu aussi. Un gouvernement instable, toujours en conflit entre eux, divisé. Et c'est pour ça que les Russes sont venus en Afghanistan pour soutenir leur gouvernement dans les années 80 et puis pour rester. Au début, on les applaudit. Les Afghans les applaudit, on dit bienvenue. Parce que leur objectif, c'était aider les Afghans. Et puis, on attendait 2 ans, 3 ans. Non, les Russes ne voulaient pas partir. Souvent, j'utilise le mot russe, mais c'est des RUSS. Vous comprenez bien. Ils ne voulaient pas quitter. Et c'est là où il y a un mouvement, exactement à l'université de Kaboul, se formait. Un mouvement, un groupe de religieux, entre commandant Massoud, que vous connaissez, et Hekmatyar, deux charismatiques religieux, entre Hekmatyar, conservateur radical, Massoud, religieux musulman, mais modéré plutôt, ouvert vers l'occidentaux, surtout avec qui savait le langage, surtout français, qui avait une très bonne relation. Ces deux personnes forment un mouvement qui s'appelait le djihad. Il annonce le djihad contre les Russes dans les années 80. Ce djihad, ça durait 10 ans encore. Au début, ça commençait tout petit, et puis au bout d'un moment, les djihad, les moudjahidines ont demandé le soutien des Américains, l'Europe, et ils ont reçu le soutien. Pas parce que les Russes, les Américains, ici l'Europe, ont aimé les moudjahidines. Non, le peuple afghan. Moi, je ne pense pas. C'est parce qu'on a un proverbe, on dit l'ennemi de ton ennemi, c'est mon ennemi. Parce que tout simplement, les Américains n'aimaient pas les RUSS, les communistes, les RUSS et les Europes non plus. Ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Ils ont donné des milliards, comme là pendant ces dernières 20 ans, des milliards de soutiens qui ont été versés à Peshawar au Pakistan, au Koweïta, pour former les groupes de moudjahidines pour attaquer l'Afghanistan, pour se battre contre les Russes. Mais n'oublie pas, pourquoi je parle d'histoire? Parce que c'est là où ça commence. Donc, un groupe de religieux qui s'appelait les moudjahidines se forme au Pakistan, sous le nom de djihad, des moudjahidines. Mais petit à petit, quand les moudjahidines ont gagné, on dit ça a gagné, mais voilà, à quel prix? Très cher. 1 million de morts afghans dans cette guerre que vous avez dit, guerre contre les Russes. Et puis aujourd'hui, on a aussi le résultat qu'1 million handicapés afghans dans cette guerre, 10 ans contre les Russes. Après la victoire, c'est ça qui malheureusement endommage le visage des moudjahidines, c'est que les moudjahidines ne s'entendaient pas bien entre eux.
ils ont commencé à se battre à Kaboul, les deux groupes, le groupe conservateur fondamentaliste, le groupe modéré qui avait le pouvoir à Machar Massoud. Ils se sont battus. Mais à l'intérieur de Kaboul, c'était le peuple civil, les minorités qui vivaient. Donc, c'est là où ces moudjahidines ont endommagé leur visage, endommagé leur carrière. Ils n'ont pas fait ils n'ont pas fini leur carrière proprement jusqu'au bout. Et c'est là où ils se sont battus juste pour le pouvoir. Mais parmi eux, on avait des milliers des Afghans qui ont perdu leur vie à l'intérieur. Parce que les deux groupes, un s'est installé sur le colline, on dit en Afghanistan, c'est la montagne, il y a l'antenne là, et un autre bout, mais au milieu, dans le vallée là, c'était le peuple. Et ça sont battus. Cependant, c'est très important, cependant, les Pakistanais ont réfléchi. Dans la guerre ethnique, les Pakistanais ont réfléchi. Vous savez que, si vous connaissez bien le Pakistan, c'est un pays toujours géré par les militaires. Dès qu'il y a un Premier ministre qui est contre le militaire, tout de suite, il y a un putsch militaire dans ce pays. Donc, le pouvoir au Pakistan est géré toujours par les militaires. C'est le militaire qui a le premier mot et le dernier mot au Pakistan. Les groupes ISI pakistanais ont réfléchi de former un autre groupe, idéologiquement proche, dans les années 1992. Et ce groupe fondamentaliste d'aujourd'hui, ce sont des talibans. Comment les Pakistanais ont formé ce groupe-là? Ils ont formé les talibans par les aides des Américains et les Européens qui ont été donnés pendant la guerre contre les Russes. Ils n'ont pas tout dépensé. Donc vous voyez que les talibans d'aujourd'hui, il y a quand même un lien entre l'Europe, les Américains, les talibans et les moudjahidines qui aujourd'hui ils sont dispersés un peu partout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je raconte un peu plus avant pour comprendre. Donc les talibans d'aujourd'hui, ils étaient formés par ISI Pakistan. Idéologiquement, c'est une idéologie. Ils ne représentent pas le peuple afghan. Ne vous trompez pas. Les talibans, peut-être, ils sont nés en Afghanistan. Peut-être, ils ont quelque chose, ils sont nés en Afghanistan, au sud, à la frontière avec le Pakistan, sur le ligne de Dewan, mais ils ne connaissent pas le peuple afghan. Ils ne sont pas comme moi. Ils ne savent pas vivre dans le ville. Les talibans, c'est un groupe fondamentaliste des barbares qui se forme à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, dans les montagnes, et soutenu par les militaires pakistanais, logistiquement, financièrement soutenu par les Qatar, pays arabes. Diplomatiquement, c'est les Russes aujourd'hui qui ouvrent les ouvrent le chemin puisqu'ils rentrent en communication avec le monde entier. Financièrement, économiquement aujourd'hui, c'est la Chine qui sont présents sur le terrain. Donc vous voyez que la guerre en Afghanistan, elle est bien plus complexe que ce qu'on voit. Les talibans sont un phénomène, une idéologie qui vient de s'imposer par militaire, par une force militaire. Ils ont le pouvoir en Afghanistan par un putsch militaire, pas plus. Moi, je ne suis même pas sûr, il n'y a pas de statistiques pour ça, je ne suis même pas sûr, ils n'ont même pas soutien de 20-25% des Afghans. Parce qu'on a des mémoires des talibans. Moi, je suis né en 1995, quand j'étais tout petit, 5-6 ans, je me rappelle comment les talibans ont géré l'Afghanistan, comment la première période des talibans, dans les années 1994 jusqu'à 2001. On a la mémoire, on les connaît. Il n'y a pas de miracle qui se passait au milieu, qu'ils se changent complètement. Non, ils sont devenus plus dangereux. Ils savent maintenant le langage diplomatique. Ils savent se représenter devant le média. Ils savent manipuler les gens maintenant, aujourd'hui. Et ils savent aussi de gérer l'Afghanistan de manière plus intelligente qu'avant. Avant, ils étaient brutaux, on savait, et on se protégeait, mais maintenant, non. Ils te laissent sortir. Dès que tu dis des mots contre eux, ils t'échappent. C'est fini pour toi.
C'est ça l'idéologie talibanisme aujourd'hui. Et moi, bon, donc il y a deux problèmes internes et à l'extérieur. Ça, c'est le résumé. Dans cette historique, je raconte aussi comment j'ai décidé de partir. Bon, pour arriver jusqu'ici, j'ai traversé ces 12 pays, que vous voyez, le ligne noire commençant de l'Afghanistan, finissant par d'abord Autriche et puis ensuite ici au sud. Je ne rentre pas dans les détails, tout simplement pour vous dire qu'il y a des photos, comme ça on vient ici en Europe. Comme ça on vient en Europe, et c'est comme ça que ça se passe. Dans le coffre, moi j'ai dormi 8 heures dans le coffre de voiture, entre Pakistan et Iran. Et puis dans le camionnette, vous voyez, 35-40% dans le camionnette, dans le Zodiac. C'est comme ça qu'on vient ici en Europe. Vous voyez que ce n'est pas vraiment un voyage. Ce n'est pas un voyage touristique pour visiter quelque chose, non. C'est comme le titre du livre, vous allez voir, je n'avais pas le choix, on n'a pas forcément le choix dans ces pays. Si tu vois qu'il n'y a pas d'avenir, tu es bloqué partout, tu ne peux pas t'exprimer. Et puis, si tu appartiens à une minorité ethnique et religion, tu ne peux pas avancer dans ces pays. Même si tu fais des études, il y a déjà une discrimination systématique dans la loi. Tu ne peux pas. Ils t'arrêtent. Et en Afghanistan, malheureusement, assassiner quelqu'un, éliminer quelqu'un, aujourd'hui, c'est la plus facile chose possible pour eux, malheureusement. Il n'y a aucune loi qui protège le peuple. Il y a une barbarie, une sauvagerie absolue dans ce pays. Il n'y a pas la loi là dans le pays. Quelle loi? Qui fait la loi? Par quelle légitimité en Afghanistan? Qui fait la légitimité pour les talibans? Quel pays islamique, quel pays musulman ont donné la légitimité démocratique pour les talibans? Leur loi, c'est la loi islamique? Non. Leur charia, c'est un charia imposé. On peut arrêter peut-être la lumière d'ici pour voir mieux. Donc voilà. Ça, c'est une partie, moi je fais rapide après. Je vous disais que quand j'ai été adolescent, ici on dit adolescent, mais en Afghanistan on n'a pas d'adolescent. L'âge d'adolescent, il n'y a pas. Après, il y a des diaporamas, vous allez voir aussi des photos. À 15 ans, ah oui, c'est là, d'accord. Juste là. Ah oui. Ça va mieux, je pense. Hein? Donc, à 15 ans, voilà, je donnais les cours pour les enfants à cet âge-là. Il y en a encore plus. Et puis le centre s'appelait le centre d'apprentissage OMID. OMID en français, on peut traduire espoir. Voilà mes élèves dans les classes mixtes, des filles, des garçons, à tous les âges, à partir de 7 ans jusqu'à 18, plus. Et puis voilà, mes élèves encore. Donc vous voyez, même en Afghanistan, être un enseignant, c'est déjà un danger. Et ce danger, bon, avant 2015, était plus petit, moins dangereux, parce qu'on avait quand même l'intervention militaire de l'OTAN, le SIAF, qui ont été présentes sur le terrain, qui rassuraient un tout petit, quand même, un parti, la sécurité. Mais à partir de 2015, quand les OTAN ont commencé de retirer leurs forces, le militaire, le soldat, et puis les talibans ont commencé aussi à descendre de montagne dans les villes. Et c'est là où beaucoup des Afghans ont quitté le pays, comme moi. Donc voilà, tout ça, c'est un mélange de mon histoire, d'où je viens, tout ce que j'ai fait, et puis on rentre aussi sur l'actualité maintenant. Vous voyez, le barbarie, les talibans, c'est ça le comportement des talibans. Ça date d'aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé au mois d'août, à partir du 15 août, c'est ça les talibans, l'idée du talibanisme. Vous voyez, ils frappent, ça sont des 2 journalistes qui ont été frappés à Kaboul. Désolé si les photos sont choquantes, mais je ne peux pas inventer, je ne peux pas faire plus fantastique que ça. C'est la réalité qui existe dans le pays. Les 2 journalistes ont été frappés par les talibans. Et puis, vous voyez que même au mois d'août,
beaucoup de femmes ont essayé de résister. Les femmes ont sorti à Kaboul un grand comité de se manifester. Et les talibans ils l'ont arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Et puis, ils l'ont arrêté complètement. Il n'y a aucun mouvement de résistance qui résiste aujourd'hui à Kaboul. Non, elle ne peut pas sortir. Vous voyez que dans un pays, tout est géré par les hommes. Parmi eux, il y a les femmes qui résistent comme ça à Kaboul. Ils risquent leur vie. Et c'est ça qui me donne, personnellement, en tant qu'un citoyen, un tout petit optimisme. Les talibans sont face à une génération, aujourd'hui, qui s'est éduquée pendant ces dernières 20 ans. Ils sont face à une génération qui sont très connectés avec le monde entier. Tout ce qui se passe, dans une minute, vous avez des nouvelles ici. Les talibans sont face à une génération aujourd'hui qui reste pas à la maison, ils sortent. Ils savent qu'on risque leur vie, on risque nos vies, mais ils sortent. Mais il y a une génération, il y a un mouvement qui se forme. Mais comme les talibans sont très tendus actuellement, on les laisse pour l'instant, on se calme, comme on dit. Voilà. Ce n'est pas le bon moment de faire des grands mouvements, des grandes manifestations contre un groupe barbare, sauvage, qui ne savent rien de modernité, qui ne savent rien d'humanité et qui ne respectent rien. Ils tirent devant les enfants, ils frappent les femmes, ils frappent les enfants, ils ne laissent pas les filles à partir de 12 ans aller à l'école. Donc vous voyez, regardez la situation en Afghanistan. C'est ça la situation. Une génération qui sont obligés de rester à la maison, mais ils continuent quand même en travaillant. Les enfants, regardez, à 12 ans, à 11 ans, ils continuent quand même sur la route d'apprendre. Vous voyez, c'est ça l'espoir, c'est ça mon optimisme aujourd'hui. Et c'est pour ça que je garde l'espoir, je suis optimiste. Des enfants, regardez le fils, vous voyez le fils, il a certainement 12 ou 13 ans au même mois. Les talibans les obligent de rester à la maison, mais elle accepte le risque, il saute les murs pour aller à l'école. Vous voyez? Je ne veux pas commenter plus, les photos parlent eux-mêmes. C'est ça la réalité en Afghanistan. C'est ça le vrai visage des talibans. Donc, c'est pour vous dire que moi, l'espoir que je garde, c'est ces générations qui ne se laissent pas manipuler par les talibans. Et ces générations vont se former, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais pas de suite. Parce qu'en ce moment, ils sont tendus, militairement forts, et il y a un groupe résistance dans le vallée de Panjshir qui ont résisté juste 2 semaines, pas plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont fermés. Ils sont fermés partout, ils sont au cœur de l'Afghanistan. Les talibans ont coupé l'Internet, le réseau, la nourriture, ils n'ont pas résisté. Donc c'est ça mon espoir aujourd'hui, l'éducation. Et j'insiste sur ça. Voilà, tout ça c'est l'historique d'Afghanistan, l'histoire, l'actualité. Après, comme je disais au début, il ne faut pas oublier ce pays résiste. Ce pays a une histoire, une racine, une culture. Un groupe de barbares qui a l'âge de 20 ans, il ne peut pas gouverner avec la peur pendant des années sur 35 millions de peuples afghans. Ils n'ont pas la majorité du pays. Et financièrement, ils sont en difficulté, les talibans aujourd'hui. Parce que l'intérêt des Qatar, ou de Russes, Chine, le Pakistanais, c'était juste que les talibans prennent le pouvoir, pas plus. Ils ne vont pas donner des milliards d'euros pour les peuples afghans qui souffrent aujourd'hui de faim. Ils s'en fichent de ça. Ils s'en fichent. Les politiques, ils s'en fichent du peuple afghan qui souffre de faim. Donc, les talibans, aujourd'hui, financièrement, ils sont en difficulté. Grave. Ils courent à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour avoir un petit moyen, déjà pour donner les salaires des fonctionnaires. Le pays est complètement en peine. Rien ne marche dans ce pays.
Ils interdisent les femmes pour aller travailler à l'hôpital. Comment tu veux gérer un pays où il n'y a pas les médecines femmes? Donc, c'est pour vous dire que les talibans, il y a toutes les difficultés qu'ils sont en face, ils sont maintenant ils réfléchissent maintenant de choisir quelle direction ils vont. S'ils vont la même ligne comme des années entre 1994 et 2001, ça ne va pas durer, je vous rassure, soyez rassurés. Ça ne va pas durer. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, il y a une génération qui vit, il ne peut pas gouverner le peuple afghan, comme je disais, pendant des années, avec la peur, avec la terreur, avec tout ce qu'ils font aujourd'hui. Si ils acceptent certaines ouvertures, parce qu'ils sont en difficulté, s'ils vont recevoir l'argent, le soutien, il faut qu'ils acceptent certaines ouvertures. Il y a des conditions à respecter. C'est quoi ces conditions? Partager le pouvoir avec les autres. Décentraliser. Au moins partager le pouvoir et autoriser les femmes à travailler, les filles à aller à l'école à partir de tous les âges. S'ils acceptent ça, je pense que finalement, les peuples afghans, on n'a pas le choix non plus ici. On va les accepter, mais en gardant l'esprit, en gardant la mémoire. On sait, on les connaît bien, assez. Donc finalement, je pense, les peuples afghans aussi, on doit choisir. Je pense que le peuple ont choisi déjà, mais les talibans ont deux choix. Ils n'ont pas encore fait le choix. C'est pour ça qu'ils tiennent sur ne pas autoriser les femmes à travailler, l'école ouverte à partir de 2 ans, parce qu'ils sont en train de négocier. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Sinon, 35 millions d'Afghans vont se révolter un jour pour avoir quelque chose à manger. Comment 35 millions d'Afghans peuvent quitter le pays? Ce n'est pas possible. Il y a peut-être, dans ces derniers événements, il y a 1 million d'Afghans qui sont sortis déjà, au Pakistan, en Iran. Pas plus, ce n'est pas possible de déplacer 35 millions d'Afghans. Non. Donc, c'est pour ça, gardons ça dans les mémoires, et puis on verra ça. Voilà une partie. Deuxième partie, on parle toujours malheureusement, dès qu'on a une image, on parle d'Afghanistan, on a une image négative malheureusement, mais quand même dans ce pays, mesdames et messieurs, il y a quand même un beauté, une diversité, une culture, langue, une histoire dans ce pays. Il y a un peuple modéré, il y a un peuple qui vit là, il y a une culture dans chaque province. Moi je vous rassure qu'il il existe quelque chose dans ce pays qui attire tout le monde, qui attire la puissance du monde pour avoir. Certainement, il y a quelque chose. Il y a l'emplacement géographique déjà, géopolitiquement, qui est très important, la richesse de ce pays, la beauté de ce pays. Le meilleur endroit dans le monde pour faire le ski. Eh bien oui, mais pas, malheureusement, il n'y a pas de télécabel. Il faut avoir le courage pour monter jusqu'au bout, au sommet. Mais il y a le meilleur endroit. Ces genres de photos, on voit que sur les films Hollywood américains, mais pas, voilà. Ces photos existent, c'est réel, et c'est l'Afghanistan. Malgré 40 ans de guerre. 50 ans de guerre, ça existe. Et ça, c'est l'Afghanistan, c'est Kaboul. C'est une partie de Kaboul. Encore, l'Afghanistan. Donc je passe vite, après voilà. Tout ça, c'est l'Afghanistan. Vous voyez, c'est ça la beauté de ce pays, qui attire tout le monde, qui donne envie d'avoir l'Afghanistan comme un terrain pour traverser. Route de la soie, l'ancienne route de la soie qui passe de l'Afghanistan. Ça, c'est au nord de l'Afghanistan, et puis voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que la misère dans ce pays. Il y a une beauté, il y a, comme je disais, moi j'ai fait souvent des conférences dernièrement, que 35 millions d'Afghans, ils vivent chaque jour. Moi j'ai mes parents toujours dans les montagnes. Mes parents, j'ai 2 frères, un sort toujours à Kaboul. Ces gens-là, ils vivent. Ils se lèvent à 6 heures du matin, ils travaillent toute la journée, ils mangent la nuit, ils recommencent le matin. Ils mangent la nuit, ils recommencent. Ces gens, ils vivent. Malgré tout. Mes parents, ils disent que pour nous, c'est comme ça. Ils ont 60 ans, et puis ils ont vécu ça. Et puis ils disent malheureusement s'habituer.
Voilà, je passe voilà, le goûter d'Afghanistan. Malheureusement, le Bouddha qui ont été détruits dans les années 2001 par les talibans, et puis aujourd'hui, il n'y a que le place. Le lac de Bandi Amir, qui est au centre de l'Afghanistan, dans l'altitude 3000 mètres au Bamiyan. Et voilà, ça c'est la province de Ghazni où je viens, historique, ancienne. Et puis je passe rapide, normalement on est fini ici. Voilà. Le livre que j'ai écrit, je ne vais pas tourner trop autour du livre parce que le voyage que j'ai fait ou le périple en 2015, maintenant, peut-être c'est plus d'actualité. C'est toujours d'actualité, l'immigration malheureusement, mais aujourd'hui on a un autre phénomène qui est d'actualité, les événements, et c'est pour ça que j'ai préféré de parler plus sur ce sujet. Vous allez avoir le livre. Et puis, quand je parle, pour avoir une continuité, pour la suite, je vous conseille fortement, recommande fortement d'avoir ce livre qui est écrit par un jeune diplomate anglais. Il a traversé Rory Stevar. Il a traversé l'Afghanistan en 2001, entre 2001 et 2002, à pied. Il a traversé, il a fait un voyage extraordinaire, plutôt un périple. 12 mois, il a traversé l'Afghanistan de 2 mois un peu plus, de l'ouest jusqu'à l'est. Et il raconte ça, tout ce qu'il a vécu avec toutes les populations, toutes les ethnies. Donc je vous recommande fortement le livre, puis pour connaître mieux l'Afghanistan et pour avoir à peu près une idée de complexe sur le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il raconte ça dans son témoignage. Et puis voilà, c'est terminé de ma part. Je vous remercie pour votre écoute. On sera là pour les questions. Ça m'intéresse surtout cette partie. Et puis, on peut rester en contact toujours. L'aventure continue pour moi. Et puis, j'espère qu'on se reverra, voir bientôt. Et voilà, le livre il est disponible. Et puis, merci beaucoup. L'entendement. Donc je vous invite à regarder ce témoignage. En fait, on pourrait résumer de 2 mots l'intervention de Jalil. D'abord, une problématique qui est très simple. Est-ce que 100 000 tortionnaires peuvent tenir en otage 35 millions d'Afghans? Pendant combien de temps? Même si les ONG sont là, peut-être pour éviter le pire, espérons-le, dans l'hiver qui vient. La deuxième chose, elle est fondamentale. On ne s'en rend pas compte, nous sommes des privilégiés dans ce que les Afghans appellent le continent vert qui est l'Europe, mais pas seulement l'Europe, c'est l'école. La principale revendication en dehors de manger, pour les femmes, le respect de leur dignité, c'est l'accès à l'école. Et quand on fait le bilan de l'intervention de ces 43 nations, 130 000 hommes sur le terrain, on oublie que derrière tout ça, il y a aussi l'ONU. Il y a aussi toutes les ONG, y compris privées. Je pense à une ONG allemande de Konrad Adenauer, qui a fait beaucoup de choses pour l'Afghanistan. Pendant que les Allemands occupaient le nord du pays, la région de Kunduz, ils ont tout fait pour développer l'aspect social. Je dirais que si Jalil est là, c'est que malgré une corruption absolument épouvantable dans ce pays, les 2260 milliards qui ont été investis en dollars en Afghanistan, il y a quand même des résultats. Le résultat, ce sont ces hôpitaux, le résultat, ce sont ces écoles, ce sont ces universités, dont certaines sont parmi les mieux cotées au monde. Je pense à l'université qui porte le nom du plus célèbre de tous les Afghans, puisqu'il vivait à Herat, ville afghane, c'est Avicenne. Avicenne a formé dans le domaine médical, je dirais, ce qu'on a de mieux, notamment dans ce qui relève du problème de la circulation du sang. Je pense notamment à 2 femmes chirurgiennes très jeunes qui ont sauvé leur peau à la fin du mois d'août parce qu'elles étaient menacées. Vous avez aussi des collègues dans le domaine de l'archéologie
qui ont travaillé parfois dans des conditions très difficiles, des anthropologues afghans. Il y a aussi tout ce que la coalition a pu développer dans le domaine routier, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la culture. Vous savez que parmi les actes les plus épouvantables qu'aient commis ces talibans, comme l'État islamique, ce sont les autodafés de livres, d'instruments de musique, de tableaux. Pour les femmes, tout ce qui pouvait leur servir à s'entraîner pour un sport. Parmi les choses qui m'ont le plus choqué, c'est que lorsqu'ils ont pris le pouvoir à Kaboul le 15 août, quelques 48 heures après, ils ont interdit à une athlète handicapée afghane de se rendre aux Jeux paralympiques de Tokyo pour deux raisons. Un, c'était une femme. Deux, elle était handicapée. On ne veut plus voir les handicapés en Afghanistan comme les homosexuels. Les seuls que l'on tolère, et là on fait appel aux ONG, ce sont les amputés qui ont sauté sur des mines au temps des Russes et quelques accidents liés, hélas, à l'intervention armée de l'Occident. Le reste, on ne veut pas le voir. Voilà un des aspects les plus incroyables de cette situation d'un pays qui, comme le dit Jalil, est dans la situation de la sidération, de l'étonnement. Comment tout ceci a pu s'écrouler aussi rapidement? Peut-être aurai l'occasion de vous en dire deux mots, mais c'est un débat dans le débat. Et il y reste cet espoir que, là pour une fois j'emploierai le singulier, le peuple afghan ne pourra pas supporter en plus une vie économique au stade zéro, un chômage absolument exponentiel, et surtout cette effroyable faim qui arrive avec le froid de l'hiver. Alors je ne sais pas, personnellement je n'ai pas réponse à tout, hein. J'ai été très surmené pendant l'été, ma compagne pourrait en témoigner, jusqu'à 3-4 interventions par jour. Des fois, je répondais non, je ne sais pas. Donc il y a peut-être des questions, nous y répondrons. Il faut qu'on s'arrête à 19h, je crois. Ouais. D'abord, il commence un peu à faire froid. Les questions d'abord. Hein. Voilà, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Ça, c'est pas... L'État d'Afghanistan a toujours été islamique? État d'effrayi. Hein? Un État d'effrayi. Effrayi. Failli? Oui, oui, c'est pire qu'un État failli, c'est un non-État. Une seule puissance a reconnu l'Afghanistan. Savez-vous laquelle? Grande puissance. Parce qu'elle a des idées derrière la tête. C'est la seule puissance qui n'a pas fermé son ambassade. C'est la Chine. Mais l'Afghanistan, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est la caverne d'Ali Baba. Vous vous rendez compte? Il y a entre 1000 et 3000 milliards de potentiel minier, avec ce qui nous manque le plus maintenant, du cuivre. Les Chinois, deuxième mine du cuivre du monde, ils y sont, à Ainak, dans le nord. Mais surtout, ils sont là, ils font les yeux doux. Parce que c'est la principale réserve mondiale de terres rares. Votre smartphone, ce zinzin, tout marche avec ça. Voilà pourquoi les Chinois sont là. Même les Russes, qui ont accueilli il y a quelques jours à Kaboul, à Moscou, des représentants du gouvernement afghan, notamment l'un qui est très fréquentable, qui est le Mollah Baradar. Alors les talibans étaient là, ça y est, vous allez ouvrir l'ambassade. Même les Russes ont dit non, même les Iraniens. Et le pompon du pompon sont les Pakistanais. Parce que trop, c'est trop. Quel est le trop? C'est pas seulement la situation des femmes, ils s'en foutent complètement. Hein. Non. C'est qu'il y a un problème, et Jalil l'a juste évoqué, c'est la montée en puissance qui est pire qu'Al-Qaïda, qui est l'État islamique. Les talibans se retrouvent dans la situation du gouvernement failli du président Ashraf Ghani. Ils sont dans la même situation. Ils ne peuvent pas juguler un terrorisme qui leur échappe. Non seulement les Hazaras en sont victimes, alors je vous passe les détails, une mosquée à Kunduz, boum, il y a 2 mois, 55 morts, à peu près l'équivalent, un peu moins à Kandahar et à Kaboul. Mais maintenant, les membres de cette organisation souterraine en grande partie, sont à peu près 2000 combattants, plus les cellules dormantes, s'en prennent au symbole du pouvoir, exactement comme les talibans l'ont fait lors de l'occupation américaine et otanienne avec le gouvernement Hamid Karzai et son successeur Ghani. Ils font des cartons sur les policiers et ils ont attaqué, il y a maintenant moins d'une semaine, un symbole même du pouvoir taliban à Kaboul.
c'est l'hôpital militaire de Kaboul, qui était gardé comme un coffre-fort. Et ils ont quand même eu, je dirais, pour eux, un résultat. Il y a eu 9 tués et à peu près une trentaine de blessés. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation absolument incroyable. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce terrorisme, si bien que tous ceux qui les soutiennent, le Qatar en premier lieu, plus la Turquie, ont posé une condition clé qui sont pour l'instant incapables de répondre. On va vous aider parce qu'on ne peut pas faire autrement. Même cette bonne fille qui est l'Europe, c'est elle qui va encore donner le maximum. Elle va donner 2 milliards d'euros. Finalement, il n'y aura pas de contre-garantie. Les Américains aussi, les Chinois, les Russes, les Qataris, les Pakistanais, sauf les Indiens, les Turcs. Je crois qu'il y a aussi quelques finances qui vont venir d'autres pays. On aimerait bien que vous puissiez maîtriser le problème numéro 1 qui va monter en puissance dans les mois qui vont venir, c'est-à-dire quelque chose de pire qu'Al-Qaïda, qui est l'État islamique. Un des points de différence entre Al-Qaïda, et une question qu'on pose souvent, ça, l'État islamique, c'est que c'est à peu près la même philosophie de pouvoir imposer partout dans le monde un émirat au nom de la charia. Il y a quand même une chose que Al-Zahraoui, qui est le chef d'Al-Qaïda, qui est le théoricien d'Al-Qaïda, condamne d'une façon nette. Il n'est pas possible de se faire la guerre entre musulmans. Sauf si ce sont des mauvais musulmans, comme c'est le cas des Saoudiens, qui sont liés à l'Occident. Voir dans un pays comme l'Afghanistan des chiites attaqués par des sunnites, Al-Qaïda l'a toujours condamné. C'est un des rares points de différence entre Al-Qaïda et l'État islamique. Voilà, pour l'État failli, il y a longtemps que l'État a failli. L'État a failli depuis Hamid Karzai et une corruption absolument incroyable. Peut-être un mot, Jalil? Eh bien, vous avez tout dit, je n'ai pas de mots. C'est vrai qu'en Afghanistan, c'est plus pire que ça, l'État est failli. Et puis, moi, je ne m'inquiète pas pour le politique en Afghanistan. Ils vont s'en sortir, le politique. Ils vont gérer le pays, soit bon, soit moins. Il y a deux partis qui souffrent aujourd'hui. C'est le vrai perdant dans cette guerre. C'est la minorité ethnique, religieuse, et les femmes, les filles en Afghanistan. Ça sont des vrais perdants. Les peuples, les civils en Afghanistan souffrent aujourd'hui. Et moi, en tant qu'un militant, un citoyen, ça, c'est mon inquiétude. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que chaque fois que je propose une conférence, c'est de parler sur ça. Militantisme, solidarité. Peut-être on ne peut pas les aider sur place, mais envoyer un message qu'on est là, on ne vous oublie pas. Même si les politiques ont abandonné l'Afghanistan, mais nous, les êtres humains, le droit de l'homme, la solidarité, comment on peut oublier 35 millions d'Afghans là-bas? C'est ça mon point. Je ne m'inquiète pas pour le politique dans ce pays. Ils vont s'en sortir. Ils vont faire soit un modèle comme un gouvernement iranien, géré par les mullahs, par les religieux, un modèle à peu près comme ça, plus radical, plus conservateur, soit ils sont obligés d'accepter certaines ouvertures, de partager certaines choses, ils vont s'en sortir. Le peuple, qui sont vraiment dans une urgence aujourd'hui. Vous savez que le froid en Afghanistan, ça peut monter jusqu'à moins 20 degrés, 25 degrés l'hiver. Et c'est ça l'inquiétude. Moi, je m'inquiète pour le peuple. Moi, je m'inquiète pour le fille. La question encore. C'est un pays qui n'a pas d'unité. C'est un pays où il y a peut-être 10 peuples ou 12 peuples différents, qui ne parlent pas la même langue, qui n'a jamais eu de gouvernement central. C'était les Pashtuns, non, les Pashtuns, oui, ça, et les autres ne sont pas Pashtuns. Donc, de toute façon, ils n'ont jamais gouverné. Bon. Vous dites que c'est un pays, les chefs de guerre n'ont pas pu s'entendre, donc c'est la catastrophe. Et vous dites que c'est un pays qui, dans son sous-sol, a des ressources absolument fondamentales. Il y a la Chine qui veut de toute façon s'en emparer. Il y a la Russie qui voudrait bien aussi, je ne sais pas quoi, le gaz naturel, je ne sais pas quoi. Et vous pensez que des Afghans que j'adore, ça fait 30 ans que je les connais, qui sont au fin fond des campagnes, qui sont à peu près analphabètes, qui sont jamais allés à Kaboul, et qui sont religieux, donc tenus par la religion, pas à Kaboul, mais dans la campagne, c'est tenu par la religion. Et vous pensez que ces gens-là,
35 millions vont pouvoir lutter contre des volontés comme la Chine ou la Russie. S'il n'y a pas une guerre diplomatique, des pressions diplomatiques de l'Europe et de tous les grands pays, c'est la guerre diplomatique en fait. Mais je vois pas comment ils peuvent. J'ai bien compris la question. Comment ils peuvent s'en tirer. Merci pour la question, c'est une question vraiment essentielle. Moi, je vais vous répondre tout simplement, c'est vrai que les Afghans, les peuples civils sont divisés, il y a un problème, il n'y a pas d'union, mais la division entre peuples afghans, ce n'est pas naturel, il n'est pas fait par la nature, c'est une division faite par les politiciens afghans. La politique en Afghanistan est faite d'abord pour soi, pour la famille, pour le village, pour la zone et pour l'ethnie. Donc, un autre sujet que j'ai oublié à vous dire aussi, en Afghanistan, malheureusement, un problème grave, fondamental aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un sentiment national. Le peuple afghan, ça ne se sent pas afghan. Pas naturellement, je dis, voilà, c'est malheureusement fait comme ça. Il est géré comme ça. Il voulu, les politiciens, pendant ces dernières 20 ans, ils ont gagné l'élection comme ça. Donc, maintenant, je pense, par une obligation, les peuples afghans sont obligés de se réunir s'ils vont sauver le pays, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Il y a des mouvements à l'intérieur, mais ils sont surveillés, ils sont menacés, mais il y a des mouvements à l'extérieur, ils viennent d'arriver, il faut leur laisser le temps, ils vont se former. Gardez l'espoir, ils vont se former, un jour, ils vont proposer une alternative politique dans le pays. Mais nous, les Afghans, moi je suis très sincère, les Afghans, on n'est plus envie de faire la guerre entre nous. Je ne suis pas d'accord, on ne va pas faire la guerre encore une fois. Je ne pense pas que les Afghans, même sinon la résistance de Panjshir, le fils d'Armachar Massoud, ils veulent se battre jusqu'au bout. Mais elle s'est arrêtée après 2 semaines, elle dit non. Ce n'est pas le bon moment et ça va coûter très cher la guerre encore en Afghanistan, la guerre ethnique. On va se tuer, on va perdre la moitié du pays. On n'a pas envie de faire la guerre. On est fatigué de guerre. C'est fini pour nous. Donc, moi, je suis très d'accord. Je suis absolument sûr qu'on doit prendre le chemin de diplomatie. Diplomatie. Dialogue. Moi, je vous rassure que la guerre en Afghanistan, on peut trouver une alternative. On peut trouver une alternative dans le politique, en négociation avec le Pakistan d'abord, Qatar, Chine. Quel intérêt ils soutiennent en Afghanistan? Pourquoi ils vont le conflit en Afghanistan? Le Chine, ils ne vont pas le conflit. Leur intérêt, c'est plutôt que l'Afghanistan reste calme puisqu'ils profitent. Ou surtout parce que c'est nos voisins. Et c'est plutôt les Pakistanais. Qu'est-ce qu'ils veulent de l'Afghanistan? Souvent, j'entends que les Pakistanais même considèrent l'Afghanistan comme une région pakistanais. Ils ne le considèrent même pas un pays. Dans la guerre de résistance de Panjshir, ils pouvaient se battre pendant des mois, les résistances de Panjshir, même en coupant Internet, le réseau et tout ça, parce que tous les anciens chefs militaires afghans, ça sont fuis, ils étaient cachés au Panjshir. Mais c'est les militaires pakistanais qui ont attaqué par l'air. Les militaires pakistanais ont soutenu les talibans, ils ont attaqué par l'air, et 2 semaines, l'histoire est fermée. Les résistances de Panjshir, et ils se sont battus. Donc vous voyez que la division, ce n'est pas le peuple afghan. Comme je disais, ils n'ont rien à manger. Ces peuples sont vraiment fatigués. Ils sont jusqu'à la gorge là. On ne veut plus. C'est pour ça qu'on essaye le maximum, il y a des négociations, d'éviter le maximum une deuxième guerre ethnique en Afghanistan, qui va coûter très cher. Très cher. Soit ce pays se divise, soit... Voilà. Donc, non. Moi, je suis très d'accord, et c'est dans mon culture familiale, pour la diplomatie, pour le dialogue, et pour faire la pression, surtout sur l'économie. Les talibans sont en difficulté, comme le professeur l'a dit. Ils sont en difficulté. Ils sont obligés, même leur alliance, Qatar, Chine, Pakistan, ils sont toujours d'accord, ils vont les reconnaître bientôt comme un État, mais les autres, ils ne donnent pas les moyens. Ils sont sous la pression des Américains, l'Europe. Voilà, c'est ça la réponse. Encore, il y a des questions? Est-ce que vous savez
Le fournisseur des armes. C'est clair. Il y a 3 ressources en Afghanistan. D'abord, pendant ces dernières 20 ans, le vendre l'opium. Les talibans, ils ont autorisé dans leur région, sur le contrôle, de le vendre d'opium, le trafic. Ils étaient en accord avec le mafia, les contrebandiers. Donc ça, c'est la première ressource. La deuxième, ils ont été toujours soutenus par les Pakistanais. Toujours. Dès leur création, le premier jour en 1992 jusqu'à aujourd'hui, les Pakistanais sont présents dans chaque étape, dans chaque décision des talibans aujourd'hui. C'est eux qui gèrent. Moi, je ne suis même pas sûr que les talibans sont indépendants. Ils sont dépendants. Ils ont besoin, les Pakistanais, pour rassurer leur gouvernement. Donc, la première, opium. La deuxième, pakistanais. La troisième, les talibans obligent les gens de villages, dans toutes les régions qui ont le contrôle, de leur donner quoi à manger, de leur donner, comme on dit, zakat. Zakat, c'est ça, c'est un truc dans l'islam où les gens payent chaque année. Il oblige les gens de payer. Donc, voilà. Ces 3 ressources ont aidé les talibans de gagner le pouvoir. Et puis aujourd'hui, Qatar. On aborde là une question centrale, c'est-à-dire d'où vient l'argent. Alors, de façon traditionnelle, les talibans ont reconnu ce que la Révolution française avait supprimé, la dîme. Quelle que soit votre fonction, vous devez 10% au mouvement religieux, que ce soit un champ ou une entreprise. Si vous ne voulez pas, ben, ce sont des méthodes mafieuses. Et ensuite, toutes sortes de raquettes. Lorsque le gouvernement Ghani était encore là, sur des entreprises, y compris, ça pouvait être sur des hôpitaux, sur des organismes d'État. Il y avait ensuite des enlèvements, moyennant rançon, c'est une partie du financement. Et ensuite, tout le financement occulte. Une grande partie venait, on vous l'a dit, des fondamentalistes pakistanais, également des frères musulmans qui sont absolument partout, à travers l'écran de fumée que constituent le Qatar et la Turquie, et le plus gros de leur financement. Parce que les talibans, ce n'est pas le Junud, ce n'est pas le combattant maquisard algérien, pauvre. Ils sont riches comme Crésus. Un taliban gagne, avant la prise du pouvoir, maintenant les vivres ont été en partie coupés, une moyenne de $600 mois. Savez-vous combien gagnait un pauvre type qui était de l'autre côté? Vous enlevez un zéro pour un sous-officier, $60. Un policier, 40. C'est un peu plus d'ailleurs pour l'État islamique, ils ont encore un peu plus d'argent. D'où vient l'argent? Eh bien, quand on fait l'analyse de la défaite de l'armée afghane, je n'ai pas mon PowerPoint avec moi, tout ce qu'on a pu sortir comme ânerie. Vous vous rendez compte, l'armée afghane que laissent les Américains, 310 000 hommes, ça c'est du pipeau, mais complètement. Sur les 310 000 hommes, il y en a à peu près 100 000 hommes à peu près sous l'uniforme. Sur ces 100 000 hommes, il en reste 40 000 aptes à se battre. C'est-à-dire un effectif inférieur à l'effectif des talibans, qui sont d'autant plus qu'ils sont redoutables parce qu'ils sont mieux équipés. Une des raisons de la défaite, c'est une chose que les Américains ont cachée jusqu'au bout, l'OTAN n'en parlons pas, c'est que les talibans étaient mieux équipés que l'armée afghane. Vous voyez la gueule de ce qu'on appelle le bataillon 313. Même nos forces spéciales, et je suis dans la matière, ils n'en revenaient pas de l'équipement. Visée de nuit, tout ce que vous pouvez imaginer pour le brouillage des ondes. Si bien qu'à chaque fois qu'on prenait une ville, ce n'était pas les 4 pelés sur un pick-up en gueulant avec un drapeau blanc, la Shahada. Non, c'était les forces spéciales des talibans, remarquablement équipées grâce à l'argent de la drogue. La coalition a même réussi un exploit. Nous avons multiplié, je dis nous, parce que c'est l'ensemble des responsables de l'invasion en 2001, y compris l'OTAN, on a réussi à multiplier la production de drogue par 34. C'est-à-dire que dans les années 96-2001, les talibans avaient réussi à faire baisser la production de drogue d'à peu près 70%. Dès lors qu'un envahisseur apparaît,
c'est anarchie complète. Les talibans eux-mêmes ont développé leur propre production et on a créé le premier narco-État du monde. Ce qui se passe au Mexique ou en Colombie, mais simple amateurisme, parce que là, c'est un trafic étatique. Pourquoi sont-ils si riches? 900 tonnes d'héroïne pure par an. Quoique cette année, avec la sécheresse, un peu moins. Ça représentait un bénéfice net pour la caisse de guerre des talibans, une moyenne entre 600 millions à 1 milliard de dollars an. Alors quand ils viennent se plaindre en disant « oui, vous voyez, il faudrait réouvrir la Banque centrale », pour ceux qui restent comme finance dans la Banque centrale, ils sont déjà beaucoup plus riches que ce que la Banque centrale afghane avait. C'est un trafic d'État. Je vais vous donner un détail, parce que j'ai l'habitude, ma spécialité, c'est de ne pas me contenter de ce que je peux observer sur différentes radios, moi-même, si j'y interviens. J'ai plusieurs sources. Et une de ces sources, elle est indienne. Je vais vous donner la date, parce que c'est quand même énorme. Le 19 septembre, dans le port indien de Gujarat, qui est le plus à l'Occident, près de la frontière avec le Pakistan, on a fait la capture de drogue la plus extraordinaire depuis que les douanes existent. 3 tonnes d'héroïne pure. Vous imaginez? Ce n'est pas un trafiquant qui fait ça. Ce sont les talibans qui comptaient vendre cette héroïne d'abord en Inde. Le coût, le bénéfice plutôt. Le bénéfice était estimé, douane indienne, 2 700 000 dollars. Ça, c'est l'estimation indienne. Si ensuite, vous passez par les différents canaux, là, je n'ai pas ma carte sur les différents canaux de la drogue afghane, c'est-à-dire en passant par le Golfe et en remontant ensuite en Europe, vous atteignez le milliard d'euros. C'est absolument incommensurable. Le problème de la drogue, vous avez 2 pays frontaliers. Pourquoi se sont-ils retrouvés à Moscou il y a quelques jours? Là, les journalistes n'ont pas fait attention. Pourquoi sont-ils, les Iraniens, les Russes, si inquiets de ce qui se passe en Afghanistan? Il n'y a pas seulement que l'État islamique, il y a le problème central de la drogue. 10% des Iraniens sont shootés. En Russie, je parle que de la seule Russie, vous avez une moyenne par an de jeunes gens qui meurent par overdose d'héroïne. Ils sont 30 000 jeunes Russes qui meurent dans l'année par overdose d'héroïne afghane. Donc, le problème de la drogue est un problème central. Et si on veut parler avec l'Afghanistan des talibans, il faut d'abord, et c'est une des raisons principales de ces fameuses réunions internationales, essayer de leur faire comprendre que maintenant ça suffit. Vous devez mettre un terme à ce trafic. Ce qui vous explique aussi que ce gouvernement, c'est un gouvernement très curieux, qui vous explique que même le Pakistan a du mal à parler avec lui. Même le Qatar a du mal à parler avec lui, parce que ce qui se passe est énorme. D'abord, le centre du pouvoir n'est pas Kaboul, mais Kandahar. 99,9% des ministres sont tous Pashtuns, généralement de tribus très voisines. On a une sorte de guide suprême qu'on ne voit pas, qui donne ses ordres depuis Kandahar, qui est Abetullah Akhundzada. Vous avez vu une photo de lui, mais c'est tout, une sorte de guide suprême, une sorte d'autorité. On a nommé un Premier ministre incolore, inodore et sans saveur. Je vais même oublier le nom, il faudrait que je retrouve dans mes notes, qui est simplement auparavant un émule du Mollah Omar, le père, qui a été gouverneur de Kandahar. On a un personnage qui est un homme d'État, qui aurait pu jouer un rôle, mais qui est vice-premier ministre, responsable de la diplomatie. Il est remarquable, c'est le Mollah Baradar, parce qu'il a roulé dans la farine à Doha les Américains au cours de conversation, je passe. Mais ce gouvernement n'est pas fréquentable, parce qu'il y a dans ce gouvernement 2 personnages qu'aucun diplomate chinois, pakistanais ou qatari ne peut fréquenter. Un criminel de guerre. C'est comme si je vous avais dit qu'on nommait un nazi notoire, responsable d'actes terroristes effroyables, au ministère de l'Intérieur. Mais oui, vous avez le chef du réseau terroriste Haqqani, Sidoubaïdine Haqqani, chef du réseau terroriste le plus épouvantable lié aux talibans et à Al-Qaïda. C'est pas une histoire marseillaise, hein, il est ministre de l'Intérieur. Mais vous imaginez, un criminel de guerre recherché par toutes les polices du monde,
qui se retrouve ministre de l'Intérieur. Là, Coco, tu pousses le bouchon un peu loin, on dirait à Marseille. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a ensuite dans son gouvernement autre personnage absolument infréquentable. Et à chaque fois que les Russes rencontrent des talibans, c'est la cible. C'est M. Drogue. Il a un poste bizarre. Il est deuxième vice-premier ministre, mais il n'a aucune fonction. C'est lui qui était responsable de l'écoulement de la drogue. C'est lui qui a acheté des Ouzbeks. Parce que le mouvement est à 99% Pashtun, mais il y avait des Ouzbeks achetés par l'agent de la drogue qui avaient rejoint le camp des talibans. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez la répartition des ethnies, vous devez impérativement prendre une route nord. La route nord principale part vers la ville de Kunduz. Et c'est là qu'on retrouve ce personnage qui s'appelle Afani. Il est vice-premier ministre, il n'a aucune fonction, mais c'est lui qui est chargé de faire rentrer l'argent de la drogue. Donc on a, si vous voulez, sur le plan international, deux problèmes qui expliquent que même la Russie, qui en meurt d'envie, hésite. Le problème de l'État islamique, deux, et le problème de la drogue, c'est absolument essentiel.